Hallo zusammen. Pascal hier von Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui j'ai avec moi M. Dirk Pollmann, un auteur allemand et réalisateur de documentaires. M. Pollmann travaille actuellement sur un livre consacré aux assassinats politiques en Europe et en Amérique, notamment sur JFK, Olof Palme, Enrico Mattei, Dag Hammarskjöld, et le cas dont nous allons parler aujourd'hui, Alfred Herrhausen, le président de la Deutsche Bank à la fin des années 80. Monsieur Pollmann, merci beaucoup de prendre le temps d'avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, chez vous. J'ai beaucoup d'estime pour votre émission. Merci beaucoup. Cela me fait évidemment très plaisir. Et nous avons commencé à discuter, parce que dans un épisode précédent, j'avais brièvement évoqué Alfred Herrhausen, où l'un de mes invités l'avait fait. Ensuite, des spectateurs communs nous ont mis en contact, et vous avez également beaucoup travaillé sur Herrhausen. Pourriez-vous nous expliquer brièvement de quoi il s'agit, comment les faits se sont déroulés, où en est l'état des connaissances aujourd'hui, et en quoi vos sources apportent de nouveaux éléments? Alfred Herrhausen était le seul porte-parole de la Deutsche Bank, donc on peut dire le chef de la Deutsche Bank. Il venait du secteur de l'électricité en tant que manager, ce qui était atypique pour un banquier. Et il fut l'une des figures les plus charismatiques de l'histoire de la République fédérale. Ce n'était donc pas un banquier typique qui restait en retrait, mais quelqu'un qui brillait dans chaque émission débat, qui, lors d'interviews, n'hésitait pas à mettre les journalistes en difficulté. Et cela de manière intelligente, pas seulement avec de la maîtrise rhétorique. Il était vraiment hors du commun. Il était intellectuellement très agile et était connu comme un banquier qui, ce qui est devenu célèbre en Allemagne, a par exemple mis sur la table l'idée d'un effacement de la dette pour le Mexique et aussi pour le tiers-monde. Pas à 100%, peut-être à 50%, mais en tout cas pour les rendre fonctionnels. Il réfléchissait beaucoup aux conséquences sociales de la banque. Ce n'était donc pas un banquier classique axé sur la valeur pour l'actionnaire, mais plutôt proche de la doctrine sociale catholique. Son idée était donc qu'une affaire devait toujours être avantageuse pour les deux parties. C'est pourquoi l'assassinat de Herrhausen par la troisième génération de la AF a été, dès le début, accueilli avec méfiance au sein de la scène de gauche, c'est-à-dire de la scène libérale de gauche, quant à savoir si c'était vraiment la RAF qui en était responsable. Pourquoi aurait-on voulu tuer précisément ce banquier, le banquier préféré, le conservateur préféré de la gauche en quelque sorte? Pourquoi lui en particulier? Puis-je juste préciser brièvement, pour être clair, la RAF, c'est la fraction armée rouge, pas la Royal Air Force. Il s'agit donc du groupe terroriste qui a beaucoup secoué l'Allemagne dans les années 70 et 80. Et à quelle date exactement le meurtre a-t-il été commis? Le 30 novembre 1989, donc juste après la chute du mur. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu la mission. C'était parce que l'éditeur était ami avec l'un des auteurs du livre « Le fantôme de la RAF ». Il s'agissait de ce meurtre et d'autres assassinats. La thèse était qu'il n'y avait jamais eu de troisième génération, que c'était une invention des services secrets. C'est ce que j'étais censé approfondir. Mais mes recherches m'ont mené tout à fait ailleurs, à savoir au fait que Herrhausen a effectivement été assassiné par cette troisième génération. La troisième génération est structurée de manière très différente des deux premières. Ce qu'il y a de plus étrange, c'est peut-être que les membres de la troisième génération, j'ai réussi à parler avec des gens de ce groupe, n'avaient même pas compris au début qu'ils faisaient partie de la troisième génération. Vous avez été ainsi qualifié de l'extérieur et vous avez ensuite repris cette appellation. Pouvez-vous expliquer cela?
Première, deuxième, troisième génération. Première génération, Baader-Meinhof, donc Ulrike Meinhof, une brillante journaliste, Andreas Baader, et aussi l'avocat, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire pour le nom, un avocat célèbre qui a ensuite été à la NPD. Une figure très intéressante, qui avait obtenu le meilleur examen de droit jamais passé à Berlin jusqu'à cette époque. Il existe ce documentaire sur les avocats. Donc, première génération, en fait, des intellectuels, la deuxième génération, des personnes que l'on aurait volontiers recrutées dans un service de renseignement, avec une capacité intellectuelle, mais surtout une froideur et une aptitude à commettre des meurtres qui étaient atypiques. La première génération était différente. C'était des gens qui, disons, se sont retrouvés dans ces situations un peu par hasard. Et la troisième génération, c'est beaucoup de laisser pour compte à Berlin. Par exemple, Burkhard Garweg, qui est encore en fuite et fait partie de la troisième génération, est un enfant des rues. J'ai appris qu'il est analphabète. Ce sont des personnes qui appartiennent à une toute autre catégorie, un mélange de gens qui auraient aussi pu participer à la deuxième génération. Beaucoup d'anti-impérialistes, qu'on appelait les anti-imps à Berlin. Donc la moitié d'entre eux sont des personnes dont un service de renseignement ne voudrait pas s'approcher, parce qu'elles sont impliquées dans la drogue, parce qu'elles sont complètement instables psychologiquement, etc. C'est une structure différente. Les trois et le troisième, justement infiltrés, de manière avérée, par la Stasi. La Stasi a également infiltré la deuxième génération. Par exemple, Christian Klar a été formé par la Stasi à la roquette anti-char dans le Spreewald. Il était un excellent tireur de roquettes. Il y avait, c'est clair, 10 personnes de la deuxième génération qui ont vécu en RDA, donc qui s'y sont installées. La famille Stern a été mentionnée par la Stasi. D'ailleurs, comme je le sais, ils étaient déjà à Berlin-Ouest auparavant. On pourrait dire qu'ils étaient, pour reprendre un terme anglais, shell-shocked. Alors, ils étaient sous un tel stress psychologique qu'ils voulaient sortir. Voilà les trois générations. Et la troisième, d'après mes calculs, a commis 10 meurtres, parce que je compte aussi les gardes du corps et ainsi de suite. Dans la plupart des publications, ils ne sont pas comptés. Mais ce sont aussi des personnes qui ont été assassinées, et ils ont une liste étrange de victimes. Les deux dernières sont les plus étranges. Il s'agit d'Alfred Herrhausen et de Detlef Rohwedder. Deux personnages qui, en fait, Rohwedder voulait empêcher que la RDA soit bradée. Et Herrhausen était un banquier qui voulait instaurer un système bancaire éthique. Et ce qui n'a justement pas été rapporté en Allemagne, ce que j'ai principalement tiré de la littérature académique du monde anglo-saxon, c'est qu'il s'est beaucoup efforcé d'intégrer l'Union soviétique post-Gorbatchev dans un système économique afin d'établir un ordre de paix pour l'Europe. Cela a probablement causé sa perte. Donc c'est étrange qu'on en parle si peu en Allemagne. Je l'ai même trouvé dans des articles où il est écrit que ces activités ont déclenché une véritable panique aux États-Unis, parce que l'idée était, ou parce que la situation était, que l'Allemagne, par sa politique étrangère qui visait la compréhension mutuelle chez les sociodémocrates, et Helmut Kohl a en fait poursuivi cette politique sans l'arrêter, jouait un rôle particulier. Kohl avait une vision européenne, c'est-à-dire qu'il cherchait à instaurer un ordre européen. Et surtout, les sociodémocrates en Allemagne entretenaient d'excellentes relations avec la Pologne, la Russie, l'Union soviétique. J'utiliserai ici le terme Union soviétique comme synonyme, mais aussi avec la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Et Herrhausen était, avec Horst Teltschik, le chef de la chancellerie allemande, en quelque sorte l'éminence grise de la politique allemande. Le chef de la chancellerie est toujours une figure très importante, d'ailleurs aussi le chef des services secrets. Herrhausen et Teltschik étaient ensemble en Hongrie. J'ai eu la chance de faire une interview avec Horst Teltschik.
Et il m'a raconté que les Hongrois lui avaient dit en 86 qu'il ne fallait pas parler avec les vieux croulants du Politburo, mais avec eux. En Hongrie, tout allait changer. Il y aurait une économie de marché. Il y aurait des élections. Ils voulaient transformer l'État. Ils étaient ceux qui incarnaient l'avenir. Et il a dit que ni Ehrhausen, ni Teltschik n'avaient su comment interpréter cela. Ils étaient complètement déconcertés par cette déclaration. Mais ils ont ensuite remarqué qu'en effet, tout changeait à l'Est. Ehrhausen a alors très vite rencontré Gorbatchev et a été totalement enthousiasmé par cet homme, qu'il voyait pratiquement comme la figure qu'il était effectivement à cette époque, c'est-à-dire celui qui changeait tout. Le béton de la guerre froide devenait liquide et pouvait être coulé dans de nouvelles formes. Et Ehrhausen voyait la possibilité, parce qu'il était impliqué dans les crédits, parce qu'il était aussi l'ami et le conseiller d'Helmut Kohl, et que Kohl, après un différend initial au cours duquel il avait qualifié Gorbatchev de chef de la propagande, comme Goebbels, s'était ensuite excusé, mais avait vu les opportunités. Et il était la personne de liaison de Kohl, entre Kohl et Gorbatchev. Et voyait maintenant la possibilité, à un poste clé en Allemagne, de pouvoir participer à la politique grâce à cette coopération économique. Il proposa quelque chose de similaire à ce qui s'était passé après la Seconde Guerre mondiale entre l'Allemagne et la France, à savoir que les anciens ennemis héréditaires, c'est ce que mon père avait encore appris à l'école, étaient devenus les moteurs de l'unification européenne. Kohl lui-même a inventé Arte, la chaîne de télévision. Donc, l'idée que les Allemands et les Français doivent entendre, voir, au moins pouvoir, les mêmes choses. Cette coopération entre l'Allemagne et la France, qui commence très sobrement avec les traités de la CECA, le charbon et l'acier, puis la communauté économique européenne, puis une union politique jusqu'à une monnaie commune. Donc cette communauté née d'une coopération économique pragmatique, il voulait faire la même chose avec l'Union soviétique. Il a vraiment, enfin Ehrhausen, plus j'ai appris de lui, plus il m'a semblé brillant. Il a tout de suite vu, d'accord, on le fait. La Pologne était au bord de la faillite, connaissait une hyperinflation, une crise du zloty. Il s'est engagé pour que la Pologne soit soutenue. Et il voulait soutenir l'Union soviétique en disant qu'il ne servait à rien de simplement accorder des crédits, ce qui s'est passé, 3 milliards, 12 milliards, mais qu'il fallait les aider à former des cadres, car c'est ce qui manquait. Il n'y avait pas de personne capable de diriger cela. Et il fallait le faire au moins pendant une génération, de manière coopérative, presque en fiducie, afin de bâtir une confiance, pour que les Soviétiques voient qu'ils ne se font pas avoir, comme cela a été le cas sous Eltsine. Donc il s'agissait de travailler ensemble. Grâce à cette confiance solide, on pouvait coopérer dans tous les domaines. Ehrhausen parlait de possibilités à la Bismarck. Bismarck, le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne de l'époque, qui était partisan de l'amitié avec la Russie. Nous avons donc affaire ici à une personne dotée de capacités visionnaires extrêmes, également au sein d'un réseau qui s'est développé à cette époque, et avec toutes les opportunités qui se sont alors présentées. Et dans ce processus, il était le chef de la Deutsche Bank, donc de la plus importante. Comment décrire ce mot? Je peux vous dire ceci. En 1988, j'ai consulté la liste des 20 plus grandes banques, et à cette époque, 11 d'entre elles étaient japonaises. C'était donc une situation tout à fait différente. Il y avait aussi 3 banques étrangères, le Crédit Agricole, français, Citicorp, et ensuite la Deutsche Bank. Ainsi, l'une des banques les plus importantes du monde était alors japonaise. Et parmi les banques occidentales, la Deutsche Bank se distinguait par sa solidité financière, car elle jouait un peu le rôle de caisse d'épargne de l'industrie allemande. C'est cela qui les relie justement. Les Japonais,
tout comme la Deutsche Bank et quelques autres, gèrent principalement des patrimoines privés, donc les bons vieux dépôts de petits épargnants comme vous et moi. Et la Deutsche Bank était extrêmement bien structurée dans ce domaine, et il dirigeait tout cela. Puis survient ce meurtre perpétré par l'ultra-gauche. Peut-on en parler? Comment cela s'est-il passé et pourquoi? Quelle était la logique de la RAF pour dire « Nous allons tuer cet homme » ou qu'a-t-on raconté? Donc la RAF, je peux aussi en parler. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que dans le spectre de la gauche libérale, il y avait de la consternation face au fait que cet homme ait été assassiné. Mais à l'extrême gauche, ce meurtre a été célébré. Je peux le confirmer ainsi. Par exemple, à la Rote Flora, une véritable fête a été organisée lorsque la nouvelle de l'assassinat de Herrhausen est arrivée. Pour ce groupe, il n'y avait aucune possibilité que le capitalisme ait quoi que ce soit à voir avec une politique raisonnable. Et il était l'un des représentants les plus importants du capitalisme dans le monde. Enfin, de leur point de vue, l'un des grands personnages du camp ennemi, qu'ils considéraient comme tel, donc un militaire, en quelque sorte un représentant du grand capital, avait de nouveau été assassiné. Et au sein du groupe, il y avait suffisamment de personnes qui voulaient effectivement travailler à éliminer cet homme. Mais il faut savoir, comme je l'ai dit à propos de la RAF, ce que je sais, c'est que la RAF n'a pas seulement collaboré étroitement avec la Stasi, ce qu'elle a fait volontairement, mais qu'elle était complètement surveillée du côté occidental. Et il y avait des personnes au sein de la RAF, dont on peut même prouver l'existence d'une, mais j'en connais plusieurs, qui avaient des contacts. Et la figure dirigeante de la RAF, qui n'a jamais été révélée, donc de la troisième génération, la véritable dirigeante, une femme, est aujourd'hui encore étroitement liée à Israël. C'est donc une transformation très étonnante. Elle est passée, pour ainsi dire, de la femme palestinienne qui avait établi le lien à Israël. Cela a donc dû être une opération efficace des Israéliens, mais pas seulement de leur part. Il y a des déclarations étranges que j'ai reçues de la RAF, de personnes qui ont ensuite cherché le contact, plus tard dans les années 2000, où il n'y avait absolument aucun intérêt, même du côté américain, à ce qu'ils racontent ce qu'ils savaient. Cela est lié au fait que nous devons partir du principe suivant. Si ce groupe est entièrement surveillé et que malgré cela, Herrhausen est assassiné, il faut alors se pencher sur la manière dont ils ont procédé. Pourquoi la RAF veut-elle assassiner Herrhausen? Pourquoi peut-on l'utiliser efficacement en ayant des gens qu'ils veulent vraiment? Mais pourquoi le permet-on? Pourquoi le groupe n'est-il pas arrêté à l'avance? Nous avons un cas similaire en Italie avec Aldo Moro. Et lorsque la troisième génération a voulu s'occuper d'Andreotti, elle a été démantelée, elle a été arrêtée, pour ainsi dire. Donc, avec l'homme qui du côté de l'État était impliqué dans ces affaires. Faut-il toujours, maintenant, si je dis cela, on va tout de suite qualifier cela de théorie du complot. Mais tous ces cas sont suffisamment intéressants pour qu'on s'y penche. Et dans le cas d'Herrhausen, je ne peux tout simplement pas prouver qu'il y a eu un ordre. Ce que je peux prouver, c'est que la RAF était sous surveillance. Et mon argumentation est la suivante. Si un groupe de terroristes, totalement surveillés, assassine quelqu'un qui agit comme Herrhausen, alors le reste de la population de la République fédérale se demande pourquoi? Pourquoi tue-t-il précisément cette personne? Oui, il y a eu suffisamment de cas. Si vous prenez le cas Schleyer, qui était avec la SS, avec Heydrich à Prague, il y a une certaine logique là-dedans. Mais pour Herrhausen, l'homme qui défendait le tiers-monde, qui avait préparé un discours qu'il n'a pas pu prononcer parce qu'il a été assassiné peu avant, il l'avait terminé, il voulait le prononcer aux États-Unis, il y disait qu'après la fin de la guerre froide, 30 novembre, le 9 novembre, c'est la chute du mur.
Le 30 novembre, donc 2 ou 3 semaines plus tard, il veut prononcer ce discours et dire « Tout l'argent que nous avons gaspillé pour l'armement, nous pouvons désormais l'utiliser de manière raisonnable dans le monde. Nous pouvons nous occuper des problèmes, de l'endettement du tiers-monde. Nous pouvons nous occuper de la problématique environnementale à l'échelle mondiale. Nous pouvons lutter contre le trafic de drogue et le terrorisme. Ce sont les 2 sujets de prédilection des gens ordinaires à cette époque. Donc, pour le dire clairement, nous pouvons désormais nous consacrer ensemble à toutes les choses qui sont vraiment importantes, au lieu de nous perdre dans l'armement. » Donc, quand on voit cela, et qu'on constate ensuite qu'il essaye de réaliser avec l'Union soviétique et la Pologne, ainsi qu'avec le reste du bloc de l'Est, ce que l'Allemagne et la France ont réussi à faire, c'est-à-dire une coopération pacifique qui conduit, et c'est là que ça devient important, à un gain de puissance pour l'Europe, et en particulier pour l'Allemagne, au sein de l'Europe. L'Allemagne, grâce à ses bonnes relations avec le bloc de l'Est, aurait été en position de force dans cette évolution. Il serait parti avec une longueur d'avance sur le reste du peloton et aurait vraiment pu accélérer. Donc l'Allemagne serait devenue une puissance dirigeante en Europe, dans sa planification conjointe avec la France. C'était l'idée. C'est pourquoi il parle de conditions à la Bismarck. Et puis on voit que c'est une situation géostratégique qui correspond à ce que les anglo-saxons ont toujours redouté, à savoir la Russie et l'Allemagne unies. Et cela en plus dans une telle situation. Il faut ajouter, Herrhausen était considéré comme un possible futur chancelier en Allemagne, aussi parce qu'il était brillant, charismatique et une personnalité médiatique. Il était clair qu'il allait quitter son poste de président de la Deutsche Bank. Et la question était, que ferait-il ensuite? Devenir professeur de philosophie ou chancelier fédéral? Donc, un Alfred Herrhausen n'est en aucune manière comparable à un Friedrich Merz, qui a lui aussi été dirigeant d'un institut financier, à savoir BlackRock. Mais c'est un tout autre type d'homme, une personnalité complètement différente. C'est pourquoi j'ai dit que Herrhausen était un grand admirateur de Karl Popper, qu'il connaissait aussi personnellement. Et tout ce que je vois de lui, sa façon de penser, je peux l'attribuer précisément à Popper. Donc aussi, une certaine forme d'optimisme rationaliste, l'idée qu'on est capable, si l'on discute au sein d'une société ouverte, aussi. Je vais finir la phrase. Si l'on vit dans une société ouverte, on peut régler ces questions de manière raisonnable. On peut parvenir à des solutions réellement pacifiques, à condition de ne pas se laisser guider par des barrières idéologiques, mais d'aborder les choses de façon pragmatique. Je qualifierais Popper. Il est clairement un rationaliste critique, mais c'est aussi une philosophie pragmatique. Et là, il se sentait vraiment chez lui et voyait maintenant la possibilité d'agir avec bonne volonté. Pour lui, c'était un peu comme Tetris, si je puis dire. Les pièces tombent et tout s'emboîte. Il peut maintenant agir dans cette direction. Il peut vraiment participer de manière concrète et efficace à cet endroit. Je vais le dire avec mes propres mots. Les Allemands ne savent pas seulement faire la guerre, ils savent aussi faire la paix. Et cela en Europe. Cela aurait été une opportunité, et c'est ce qui l'a motivé. Par exemple, il a toujours souffert. Souffert est peut-être un mot un peu fort, dans le sens où cela ne l'a pas mené à la dépression. Mais il s'est senti traité injustement, parce que les journalistes cherchent toujours à savoir quels intérêts il a, c'est-à-dire de petits intérêts privés, Deutsche Bank ou autres, selon la façon dont il agit. Et il a dit, je cherche toujours la meilleure solution. Je cherche, et cette meilleure solution doit être trouvée presque au sens platonicien, au sens général, et non pas de manière fragmentée. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? En ce sens, il n'est absolument pas comparable à Friedrich Merz.
c'est aussi ce qui aurait fait le risque de Herrhausen. J'ai également parlé avec diverses personnes. J'ai même discuté par hasard une fois à l'hôpital avec quelqu'un qui avait assisté à une conférence de Herrhausen à la Deutsche Bank. Donc chaque fois que j'ai parlé avec des gens, on m'a dit « il ne partait jamais sans que le personnel soit enthousiasmé ». Il a donc réussi cela. Il a laissé derrière lui une trace d'admiration et d'approbation, et enfin, quelqu'un avec de la capacité et de la bonne volonté. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur lui? Comment il est arrivé à ce poste? Est-il monté en grade au sein de la banque ou a-t-il travaillé dans d'autres institutions? Non, il venait justement du secteur de l'énergie, donc d'Allemagne de l'Ouest, vraiment de la Ruhr, etc. Et le secteur de l'énergie est en quelque sorte un point central du népotisme là-bas. Et il a grandi. Il vient d'une famille, il a ensuite été élève dans une école d'élite nazie à Feldafing. Il est né en 1930, donc en 1945, il avait 15 ans. J'ai fait un jour un documentaire aussi sur ses établissements éducatifs. Et à l'époque où il a été marqué, c'était comme un internat d'élite anglais. C'était pas encore vraiment politique. On était formé à un esprit d'élite, au courage, beaucoup de sport, beaucoup de compétition, donc une idéologie de la compétition. Et c'est cela qui l'a marqué. Donc si on lit ses lettres de l'époque, ce n'est pas du tout nazi. C'est plutôt, nous les Feldafinger, nous sommes des gars formidables et nous avons l'honneur dans le sang en quelque sorte. Et cela l'a beaucoup marqué, je crois. Par exemple, il était aussi connu pour toujours très bien s'entendre avec les gens ordinaires de la banque, avec les secrétaires, avec les chauffeurs. C'est avec eux qu'il buvait une bière. Il était moins fait pour ces cercles de champagne. C'était pas vraiment son univers. Mais c'est quelqu'un qui a gravi les échelons de la banque grâce à son intelligence, grâce à une pensée non conventionnelle. Je peux aussi le dire ainsi. C'est un bon exemple. Il a d'abord envoyé des gens de la banque à l'université de Francfort, de jeunes collaborateurs à lui. Il leur a dit « Allez écouter ce qui s'y passe. Quelles idées inhabituelles on y trouve. Peu importe comment elles sonnent, qu'elles viennent de la gauche, de la droite ou d'ailleurs. Donc même des idées très à gauche. » C'était le cas à l'époque. Les universités étaient encore plutôt marquées à gauche. Alors il s'est laissé raconter les choses. Et si quelque chose lui paraissait inhabituel, il s'y intéressait. Et il était aussi suffisamment brillant pour s'en occuper de manière totalement autonome, pour approfondir le sujet. Il n'avait pas besoin de briefing de la part de qui que ce soit. Il avait une capacité intellectuelle extraordinaire pour s'y consacrer. Et puis il y a encore une petite histoire que j'aime toujours raconter. Il avait été invité à la ZDF pour un débat avec deux autres économistes. Et la ZDF, au cas où la discussion deviendrait ennuyeuse, avait invité des élèves, des bacheliers de la région, qui devaient poser des questions impertinentes. Mais ils n'ont finalement pas eu à intervenir. Après, il y avait une de ses élèves qui travaillait dans la librairie marxiste. Ses parents avaient un service traiteur. Elle aidait à servir. Et elle se tenait là, en train de parler avec un de ces autres types. Et lui, il lui dit d'un ton paternaliste. « Eh bien, quand on vous écoute, on pourrait croire que vous votez pour les Verts, si tant est que vous ayez déjà le droit de vote. » Les Verts, à l'époque, étaient très différents d'aujourd'hui. Sortis des blocs, fin des services secrets, donc une structure tout à fait différente d'aujourd'hui. Et alors elle le regarde et dit « Eh bien, quand je vous écoute, je pourrais penser que vous votez pour la CDU, si tant est que vous soyez déjà capable de penser par vous-même. » Et tout le monde s'est mis à rire, comme vous maintenant. Herrhausen a aussi entendu cela et a dit à son assistant « Je veux cette femme. Donnez-moi son adresse. La prochaine fois que je viens ici à Mayence, je veux la rencontrer. » Et c'est ainsi qu'est née une amitié. Et il a,
Je le ressens, ce n'est pas le journaliste qui parle, mais plutôt l'auteur en moi. On voit à quel point il a apprécié de parler avec cette personne jeune, impertinente, intelligente, honnête. Imaginez, en tant que patron de la Deutsche Bank, vous êtes entouré de gens qui glissent sur la piste de la flagornerie ou qui veulent scier la chaise sur laquelle vous êtes assis. Et là, il y a quelque chose, quelqu'un de spontané, de jeune, d'intelligent, en quelque sorte, une muse, une source de jouvence. C'est quelque chose qui attire, mais cela en dit aussi long sur lui, sur le fait qu'il recherchait ce genre de choses. Je ne veux pas l'idéaliser complètement, mais c'était quelqu'un qui aimait penser et qui en était capable. Et c'est précisément cette personne qui est assassinée en 1989. Où en sont actuellement vos investigations, y compris les entretiens que vous avez menés? Vous avez déjà dit que vous n'aviez pas de preuves d'un meurtre politique. Mais où en est votre enquête à ce stade? Mes recherches m'ont amené à essayer de comprendre. Qu'est-ce que Herausen a fait ensuite? Donc mon hypothèse de travail au début était pourquoi la RAF est-elle intéressée à l'assassiner? Je vous l'ai expliqué, c'est très facile à expliquer. Et ensuite, sur quoi travaillait Herausen? Et là, j'ai découvert qu'en Allemagne, on ne parlait pas du fait qu'il travaillait avec la Russie, que c'était un grand sujet, la paix avec la Russie. J'ai trouvé ça dans la littérature anglo-saxonne. Ensuite, en regardant ce qui s'est passé, j'ai écrit à Gorbatchev alors qu'il était encore en vie, et je lui ai demandé comment était-ce avec Herausen. Parce que c'était une personne importante pour lui, et j'ai même reçu une réponse. Et Gorbatchev a écrit que Herausen était l'une des rares personnes à avoir compris ce qu'il voulait. Ce ne sont donc que 2 phrases qui s'y rapportent. C'est un long discours. C'était en fait peu de temps avant sa mort. Mais il en ressortait clairement, et il a dit « Si vous voulez savoir quelles étaient mes idées, lisez les livres suivants que j'ai écrits. J'ai tout consigné par écrit. Et j'ai ensuite parlé avec Tchelchik, qui m'a expliqué qu'à cette époque, en Russie, on savait ce qu'on ne voulait plus, mais on ne savait pas ce qu'on voulait ensuite. » Il avait décrit que les gens se promenaient avec le livre de Ludwig Erhard, La prospérité pour tous, sous le bras, et que c'était une situation totalement non régulée. C'était le chaos absolu. Donc la glasnost a fonctionné, mais la perestroïka, c'était la transformation vers le chaos. Il manquait quelque chose. Et puis j'ai mené beaucoup d'entretiens comme je le fais toujours, notamment avec quelqu'un qui était chez Solidarnosc, avec Tusk d'ailleurs. Et il a dit, chez nous, c'était exactement la même chose. C'est de lui que je tiens cette phrase. Il a dit, nous savions exactement ce que nous ne voulions plus, mais nous n'avions aucune idée de ce que nous voulions. Et puis Tusk est arrivé avec plein de gens des États-Unis, et en quelques semaines, tout avait été transformé. Et nous étions là, stupéfaits. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oui, en quelque sorte. La structure a été imposée de l'extérieur, et il y avait, comme en Allemagne, entre la RDA et la RFA, donc les personnes qui avaient provoqué le renversement en RDA n'ont jamais eu voix au chapitre lors des discussions communes sur la forme que devrait prendre le nouvel État. Mais cela a été réglé, pour ainsi dire, de l'extérieur. Et il en a été de même pour les négociations avec Gorbatchev. J'ai lu attentivement ces négociations avec Gorbatchev, et Gorbatchev estime alors que l'Allemagne devrait devenir neutre. C'est sa revendication que je trouve aussi très compréhensible. Je l'aurais même salué. Donc cela aurait été, c'est évident, il est probablement tout de suite clair pourquoi. Donc, il veut une zone tampon. Il veut avoir un État tampon. Et s'il accepte maintenant que l'Allemagne soit réunifiée, ce qu'il a vu positivement dès le début, il ne doit cependant y avoir aucune menace possible. L'OTAN ne doit pas s'étendre vers l'Est. Et les Américains le poussent à accepter que l'Allemagne reste dans l'OTAN en disant, très brièvement, vous pouvez le lire chez Mark Trachtenberg, ce serait, si vous ne le connaissez pas,
vraiment quelque chose que je vous recommande vivement. Alors les Américains disent, regardez donc comment c'était l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Elle n'était plus dans aucun bloc. Elle était quasiment neutre. Elle était non alignée. Et que se passe-t-il? Ils construisent tout de suite une énorme force armée. Et puis la prochaine Seconde Guerre mondiale arrive aussitôt. Et si maintenant ils peuvent à nouveau agir de manière indépendante, ils pourraient avoir l'idée de vouloir posséder des armes nucléaires et de devenir une puissance militaire. Et alors, on les aura de nouveau à la gorge. Il vaut mieux que nous, les Américains, leurs bons amis, surveillions les Allemands au sein de l'OTAN. Parce que eux, ils sont comme ça. Si on les arrose trop, ils poussent toujours de petites croix gammées. Donc, si nous faisons attention, ça c'est moi qui le dis maintenant, il ne l'a pas dit. Oui, donc si vous voulez tenir l'Allemagne en laisse, il vaut mieux qu'elle reste dans l'OTAN. Réfléchissez-y. Est-ce vraiment dans votre intérêt si l'Allemagne devient neutre? Et malheureusement, Gorbatchev a avalé cet hameçon avec le plomb, la ligne et toute la canne à pêche. Voilà la raison, et c'est ce que Herrhausen décrit à nouveau lorsqu'il parle de Bismarck. Si vous connaissez l'histoire de Bismarck en tant qu'envoyé, il disait « Si l'Allemagne et la Russie s'entendent, il y aura la paix en Europe ». Ce à quoi il fait référence, c'est la possibilité de faire de l'Europe à nouveau un centre de pouvoir, mais dans un sens qui, en réalité, est bénéfique pour les Américains, du point de vue d'un adepte de Popper. Nous faisons tous partie d'une manière de penser occidentale. Je suis celui qui respecte le plus les normes occidentales. Donc, vous devriez m'aimer comme un bon ami. Il n'a pas compris, et je crois qu'en Allemagne, personne ne l'a compris, que la géopolitique est plus importante que ces discours du dimanche et ces considérations philosophiques que l'on saupoudre sur son système comme de la poussière d'or pour qu'il sente meilleur et ait meilleure allure. Derrière cela, il y a d'autres intérêts. Et lui, il a vraiment vu cela comme une opportunité sérieuse et il a échoué. Voilà mon analyse. Oui, je trouve que c'est un résumé très intelligent que vous donnez ici, sans que nous sachions maintenant qui a exactement ordonné quoi, où et quand. Il est aussi possible que ce soit simplement la RAF. Donc en fait, c'était la RAF qui a fait cela, et personne d'autre n'était derrière. Mais le point important, c'est qu'ainsi, l'une des personnes en Allemagne qui avait un autre concept pour l'avenir a été éliminée, ce qui explique aussi pourquoi nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Il y a un peu plus que cela. Je ne suis pas simplement arrivé à cette idée en suçant intensément mes propres doigts, pour ainsi dire. J'ai parlé avec des gens de l'époque. Il ne s'agit pas de Teltschik, dont je parle ici, je dois vérifier si j'ai le droit de le dire, qui m'ont dit, quelqu'un de l'entourage de Helmut Kohl, que l'assassinat de Herrhausen avait bel et bien été compris comme un avertissement, qu'il ne fallait pas aller plus loin dans cette direction, un peu comme l'avait fait Olof Palme, où il y avait aussi de telles déclarations. Lorsque Palme a été assassiné, il a été dit, je crois que c'était Schlesinger, voire le chef de la CIA, qui a dit « Je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier ». Mais la phrase était que la Suède, après l'assassinat de Palme, a de nouveau mené une politique étrangère conforme à ce qui convenait au pays et ne s'est plus mêlée des grandes questions géopolitiques. Il y a encore d'autres indices. Je peux en citer deux, peut-être. Il y a eu une discussion à l'été 1989, un débat entre Kissinger et Herrhausen à New York. D'ailleurs, George Soros était aussi présent. Toute l'élite de l'industrie allemande et une partie de l'élite américaine étaient là. Soros, d'ailleurs, a posé les questions les plus intelligentes, à mon avis. Donc, il s'agissait du fait que Kissinger mettait en garde contre le fait de s'engager avec l'Union soviétique. L'exemple était la Chine. C'était juste après Tiananmen, dont nous savons aujourd'hui que cela ne s'est pas passé comme on l'a raconté à l'époque.
Mais à l'époque, on disait, voyez, c'est ce qui arrive. L'avertissement de Kissinger était que c'est un système, en fait, il argumentait de manière marxiste. Des individus isolés ne peuvent rien y changer, et ils sont alors écartés. Les vieux apparatchiks, les têtes dures, s'en vont et disparaissent. Et Gorbatchev n'est pas en mesure de changer le système soviétique. Mais Herrhausen s'y oppose et affirme, d'après sa propre expérience, Gorbatchev essaye de changer les choses partout où il le peut. Il dit aux gens qu'ils doivent décider par eux-mêmes, que Moscou ne décidera plus. Il lutte avec une énergie immense contre un monstre, et nous devons l'aider. Il est dans notre intérêt de l'aider. Et si nous croyons vraiment que notre système est supérieur, pourquoi avons-nous peur de l'aider? Il devrait avoir peur d'une ouverture, pas nous. Et puis il dit, et bien sûr, il y a maintenant cette relation étroite entre Kohl et Gorbatchev, et on pourrait aussi organiser une discussion. Kohl, Gorbatchev, Bush. Et alors Kissinger dit, d'un ton très condescendant, là on voit bien que vous n'avez pas compris, ici il s'agit de stratégie nucléaire. Ensuite, il y a une conversation entre Gorbatchev et Bush, et peut-être que M. Kohl sera autorisé à être présent, mais pas plus. Et là, vous pouvez le constater. Donc ce que fait Herrhausen là, c'est qu'il prend les devants. Il en est capable, il en a les moyens, mais il agit dans un domaine où il est question de tout autre sujet que ceux qui étaient alors débattus publiquement dans les médias. Et puis il y a cette déclaration de l'homme, issu de l'entourage de Kohl, qui dit « Et nous avons alors compris cela comme un avertissement de ne pas aller trop loin. » Oui, donc cela signifie que de telles choses ne sont jamais discutées publiquement chez nous. Et jusqu'à ce moment-là, on peut dire que discuter de géopolitique était une sorte de théorie du complot en Allemagne. Ce n'était pas non plus courant dans les médias. Donc ce manque de raison réelle pour comprendre cela. Un bon exemple aussi. Maintenant, l'Union soviétique n'existe plus. J'étais volontaire dans les forces armées allemandes. On nous disait idéologie totalitaire, nous devons pouvoir nous défendre contre cela. C'est ça, le communisme. Étoile à 5 branches, conquérir le monde entier, suppression de la liberté d'expression, de la rhubarbe, tout le programme. Et maintenant, regardez. Aujourd'hui, nous avons en Russie un programme, un État conservateur, fortement marqué par le christianisme. 80% des Russes se définissent comme chrétiens, une structure totalement différente. Et pourtant, les mêmes structures de conflit qu'avec l'Union soviétique restent actives. Cela signifie que ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça du tout. C'est tout autre chose qui est le facteur déterminant. Et ces facteurs, ils sont discutés chez vous, chez certains autres. Il faut en parler pour comprendre ce qui se passe. Et c'est dans ce grand piège à ours que Herrhausen est tombé. Nous devons nous pencher sur ces cas. J'ai également eu une discussion avec Evariste Bartolo au sujet d'Enrico Mattei, qui était aussi un économiste humaniste, mais un Italien. Un brillant manager, capable de tout renverser, mais qui pense aussi toujours dans l'intérêt de tous. Il a en quelque sorte mis en place son propre système économique en Italie, et il a été écarté parce qu'il était en même temps en lien avec l'Algérie. Il s'entendait bien avec Kennedy. Voilà, ce sont exactement ces structures. Et puis nous avons ces décès de ces personnes, y compris Olof Palme, y compris Dag Hammarskjöld, qui vont tous dans le même sens. Et vous l'avez bien dit avant la discussion, donc avant notre enregistrement ici, lorsque les coïncidences ne se dispersent pas, mais vont dans une même direction, il faut chercher la cause. Bien, il faudra absolument que nous poursuivions cette conversation une prochaine fois. Malheureusement, je dois partir maintenant. Mais pouvez-vous, pour conclure, nous dire brièvement ce que vous recommandez de lire en ce moment sur ces affaires et quand votre livre sortira-t-il?
Alors, je suis en train d'écrire en ce moment. Je suis beaucoup trop en retard avec le livre. Mon éditeur voudrait probablement me fouetter en public. Donc tout cela est vrai. Mais ce que je recommande, ce qui m'a vraiment permis de comprendre ce qui se passe là-bas, c'est, si vous vous intéressez à l'affaire du meurtre de John F. Kennedy, sur laquelle je travaille aussi, de lire le livre de James W. Douglas, JFK and the Unspeakable. Malheureusement, il n'existe pas en allemand. Kennedy et l'indicible. C'est de loin le meilleur livre sur l'affaire Kennedy, où l'on voit Kennedy, c'est un coup d'État, parce qu'il commence, lui et Khrouchtchev commencent à en parler et commencent pratiquement à mettre fin à la guerre froide face à une situation de quasi-guerre à Cuba. Tous deux regardent dans l'abîme de la guerre nucléaire, reculent et commencent à collaborer avec une confiance croissante. Et quand on sait que Khrouchtchev s'est mis à genoux et a pleuré en apprenant que Kennedy avait été assassiné, qu'il a demandé à Castro de négocier avec Kennedy, Khrouchtchev a dit « On peut négocier avec cet homme, je lui fais confiance ». Si vous voyez qu'au moment où cela commence, d'ailleurs, c'est quelque chose que je traite aussi dans le livre, il y a eu en 1961 une commission à Marshall, les Américains, Kennedy et Khrouchtchev. Soin, c'est comme ça qu'on l'appelle, Soin Papers aux États-Unis. Et c'est là que s'est réellement formée l'idée qui figure dans la Charte des Nations Unies, qui vient d'Emmanuel Kant, pour la paix perpétuelle. Il parle de la nécessité d'abolir les armes nucléaires. La première étape qui a été franchie, l'abolition des essais atmosphériques. Kennedy propose un alunissage commun. Vous voyez ainsi que nous entrons dans une compétition des systèmes. Nous voulons montrer qui fait le plus pour les gens. Et c'est exactement cela, cette réunion où ils disent ensuite abolir les armes nucléaires, réduire les armes à un niveau nécessaire pour défendre le pays, placer les armes sous le commandement suprême de l'ONU. C'est Emmanuel Kant. Je pensais que cela n'était pas abordé dans le monde académique. Et puis vous voyez, cet homme meurt lors d'un coup d'État parce qu'il œuvre activement pour la paix. Et puis, dans le dernier tract publié à Dallas le jour où il est assassiné, on peut lire qu'il veut remettre la souveraineté aux Nations Unies avec les ennemis, qu'il est trop indulgent envers le communisme et qu'il collabore avec nos adversaires en Rhodésie. C'est le cas à Marshall. Pourquoi à Marshall? Car voyez-vous, il y a vraiment un lien, une connexion, et c'est la suivante. Si l'on s'en prend à cela, on peut, comme Merz, argumenter en faveur d'une guerre, cela ne sera pas mortel. Mais si l'on va dans le sens de l'abolition de cette structure, c'est-à-dire si l'on fait ce que nous attendons des politiciens, à savoir qu'ils soient capables de créer un nouvel ordre mondial pacifique, et qu'il y a des personnes qui en ont la capacité, alors cela devient extrêmement dangereux. Alors on meurt, oui. C'est donc très intéressant. Nous continuerons à en discuter, peut-être aussi lors d'un panel avec quelques collègues. Monsieur Pohlmann, un grand merci pour votre temps aujourd'hui. Oui, merci beaucoup pour le travail que vous accomplissez. Je trouve cela incroyable, voyons. Je n'arrive pas non plus à croire que ce soit possible, que vous en ayez la possibilité. C'est merveilleux. Je voudrais aussi dire brièvement ici, je ne me suiciderai jamais. Et si jamais il m'arrivait quelque chose, alors c'était la CIA. Alors c'était la CIA. Bien à vous, Monsieur Pohlmann. Merci beaucoup. Au revoir. Vielen Dank. Tschüss.